ne vois pas dans les livres qui paraissent autour de nous, je ne vois pas pour l'instant se dessiner une pensée, je vais dire, un peu globale, qui tient compte de notre époque, qui tient compte de nos malheurs, qui, qui puisse être une voie sur laquelle il y a encore beaucoup de réflexions à faire, beaucoup d'implications, disons, pour une philosophie humaniste. Je vois pas trop ça. Je vois beaucoup de détails, d'analyses segmentaires très intelligentes, économiques, écologiques, politiques, sociales. Mais il me semble que ce qui est le plus porteur, c'est justement la réflexion sur les imaginaires collectifs. C'est ça où je crois que nous pouvons, aujourd'hui apporter une contribution, qui qui concerne plus de personnes que chacun de nous 2 et qui sur laquelle on peut bâtir une nouvelle vision. Alors, cette conscience planétaire qui est pour moi une obsession, parce qu'elle est, elle est très déterminante, c'est une prise de conscience très importante et elle est complètement nouvelle. Nous avions toujours précédemment, dans la diversité des cultures, dans la diversité géopolitique, nous avions toujours une conscience individuelle de soi-même, de sa petite famille, de sa grande famille, de son village, de sa ville, de sa région, de son pays. Bon. On peut dire qu'au Québec, où je vis, nous avons une conscience de la différence du Québec par rapport aux autres provinces du Canada. Mais aujourd'hui, nous avons une conscience qui doit nécessairement trouver une conciliation entre la conscience locale et la conscience globale ou mondiale. Nous avons deux pôles dans notre conscience, le local et le global, l'individuel et le mondial. Ça, c'est vraiment la situation de conscience dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un peu comme une peinture impressionniste. Quand on s'approche avec la loupe ou même avec l'œil simplement d'une peinture impressionniste, on voit que des petites taches ou touches de peinture, chacune d'une couleur différente, juxtaposées. Et quand on s'éloigne, on voit le paysage, ou on voit le bouquet de fleurs ou le portrait. Euh, c'est un peu une métaphore pour parler de cette situation de conscience bipolaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est très important. Et il me semble que par rapport à cette conscience planétaire, la technologie joue un rôle majeur parce que nous, avec les hyperliens numériques, nous sommes constamment, par la télévision, par l'Internet, par les plateformes sociales, nous sommes constamment informés de tout ce qui se passe de bien ou de mal sur la planète. Et surtout de ce qui se passe de mal. Le bien ne fait pas beaucoup les bonnes nouvelles et comme si ça nous intéressait moins, mais nous sommes scandalisés ou nous sommes perversement heureux, selon les cas, mais en tout cas, nous sommes dans une information planétaire grâce à la multiplication des hyperliens numériques. C'est pour ça que je parle d'un hyperhumanisme. Hyper pour plus d'humanisme et hyper parce que c'est par la multiplication des hyperliens que nous développons cette conscience planétaire en temps réel. Et je l'appelle donc une conscience augmentée, parce que ce n'est pas une conscience collective. Je ne crois pas à l'intelligence collective. C'est simplement le fait que nous sommes connectés. Ce sont des consciences connectées par les hyperliens numériques à toutes les informations qui viennent des 5 continents. Alors ça, c'est la dimension euh, planétaire. Tu es parti d'une autre expérience, d'une autre démarche, non pas de la conscience, disons, technoscientifique, de l'impact des nouvelles technologies numériques d'information, des nouveaux médias sur notre conscience, mais à partir de l'autobiographie individuelle écrite. Dans tes ateliers d'écriture autobiographique,
toi, tu parles de l'individu et j'aimerais bien que tu es parti donc de l'autre bout, du local, du très très intime, même extrêmement intime. Depuis des années, à partir de mon expérience d'écriture, mais j'ai entrepris des ateliers d'écriture autobiographique ici en Sicile. euh, et je me rends compte de plus en plus que l'écriture autobiographique, euh, comme je disais, c'est le miroir des angoisses de la société contemporaine. Elle manifeste l'expérience vivante des femmes et des hommes qui font appel à une autre demande aussi urgente comme celle que nous venons d'écouter à partir de tes réflexions sur cet ouvrage. Et c'est une demande d'urgence par rapport à un témoignage, à une réflexion, et nous revenons toujours sur l'être humain, sur la relation profonde que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres et le monde. Donc c'est par l'écriture que moi je découvre cette relation avec ta démarche à partir d'une intimité qui n'est pas tellement une se retrancher dans soi-même, mais au contraire, c'est un défi pour chacun d'entre nous qui entreprend un, un chemin d'écriture de soi. C'est un défi pour sortir de soi et s'ouvrir aux autres et au monde. Transforme esthétiquement notre vie à partir de l'écriture. Euh, mais c'est justement à partir de cette forme esthétique qui prend aussi forme cette urgence de se distancer d'une présence égoïque au monde. Et c'est dans l'attention de la création narrative qui nous permet aussi de réenchanter la vie et attendre une sérénité, si tu veux, dans une joie esthétique qui remet en cause notre parcours et même l'impermanence de la vie elle-même. Elle nous montre des expériences qui sont orientées et qui orientent la manifestation de nos émotions, la façon même dont nous imaginons le monde, euh, comme nous avons peur, comme nous sommes confiants, ou nous sommes intolérants, en harmonie ou en contraste avec les corps social et l'imaginaire collectif dominant d'une époque. Mais aussi nous montre la possibilité d'écrire un autre mythe, d'écrire euh, de façon nouvelle, renoncer de manière dissidente, poétique à cet autocentrage égoïque instillé culturellement et aspiré par les modèles héroïques du sacrifice et de rédemption. Donc, c'est par ces bouleversements du mythe, par exemple, du héros, de l'auteur qui devient l'héros de son récit, de son écriture, et qui ici est euh, euh, revisité de fond en comble par ses expériences, par ses écritures. Toujours dans, dans l'impasse de cette possibilité. La transformation du sens de notre regard sur soi et sur le monde, sur la dimension vécue et collective, qui c'est aussi une conscience du mythe et que cette poétique contemporaine de la dissidence essaie d'établir donc une possibilité d'un rapport de liberté qui s'ouvre à la compréhension de l'expérience et au lien avec soi-même et le monde. Une compréhension qui n'est pas indifférente à soi-même et aux autres. Et c'est toujours dans cette démarche que les auteurs essaient euh, de se libérer ou sont conscients d'être dans, dans cette impasse de libération, si l'on veut dire.
Ça me paraît être très important pour beaucoup de raisons. Si tu permets, je vais faire un commentaire, sur, cette démarche et d'ailleurs sur, ton prochain livre, que j'ai eu le plaisir de lire en italien et qui m'a beaucoup éclairé sur ta démarche et que tu vas publier, je pense, dans l'année 2021. Heu, cette démarche autobiographique, que tu organises, dans ces ateliers, c'est une sorte de pratique, autobiographique, individuelle et collective, parce que j'ai vu aussi que, bon, il y a la démarche autobiographique qui est très individuelle, mais aussi, la lecture à voix haute dans les ateliers, c'est aussi, une écoute qu'on va chercher, ou qu'on reçoit et où les différentes personnes peuvent s'écouter avec sensibilité. Toi, tu parles d'écoute sensible et qui les fait réfléchir. Je reprends ton mot de réflexion dans les 2 sens du terme, de reflet, et de pensée intimiste d'exploration. Il y a une chose qui est fondamentale dans ta démarche et que je veux vraiment, souligner, par rapport aux traditions, psychanalytiques. Aussi dissidentes qu'elles aient pu être, et ça a été des champs de bataille, les explorations, entre les théories psychanalytiques. Mais toi, tu as choisi l'écriture. Tu n'as pas choisi la profondeur de l'inconscient que nous proposait Freud, la cave, malodorante où nous sommes invités à aller rechercher les monstres de notre biographie ou de nos sensations de jeunesse, nos traumatismes, pour les éclairer, en prendre conscience et nous en libérer. Mais en commençant par chercher longtemps, pendant des années éventuellement, quels sont ces monstres qui nous habitent, qui nous hantent et dont nous voulons nous libérer. Donc tu n'as pas choisi une psychologie, une psychanalyse de la profondeur. Tu n'as pas non plus choisi la psychanalyse lacanienne, qui, elle, est de la surface, qui est du langage, mais qui, en réalité, demeure orale. Le patient est sur le divan et parle spontanément, ou essaye de parler spontanément de sa cave, mais Lacan interprète ce qui est dit verbalement en fonction des structures du langage, qui est des médias sociaux, qui est donc la surface sociale de la pensée, de la conscience et de son expression langagière. Toi, tu proposes aux personnes intéressées, car quand on veut écrire une autobiographie, c'est qu'on a des choses à dire sur soi-même qui ont été inhabituelles, singulières, et qu'au fond, on veut éventuellement, premièrement, toute la vie que l'on raconte dans une autobiographie est liée au rapport qu'on a eu avec les autres, avec des événements sociaux, avec sa mère, son père, avec sa famille, avec son groupe social. Ce n'est pas une introspection où on va chercher comme les peintres abstraits, on va chercher des sensations très individuelles. Déjà, c'est du tissu social. Ce n'est pas une démarche d'approfondissement isolé, individuel. Dans l'autobiographie, on est dans du tissu social, par l'utilisation de l'écriture, mais aussi parce que ça correspond à la mémoire de l'autobiographie. Toi, tu vas chercher non pas dans l'espace en profondeur ou de surface, mais dans le temps, dans la mémoire. Et cette mémoire, elle incite à faire réapparaître avec des mots, donc en choisissant des mots, c'est-à-dire en développant une conscience des choses dont nous parlons, elle va chercher des traumatismes ou des événements dans la biographie. Et éventuellement, elle va chercher des alternatives, ce que tu appelles des dissidences poétiques. Elle va chercher dans le choix des mots des manières possiblement diverses de dire ces choses-là. Et pas seulement de les dire avec une sorte de, on va dire de désir de reproduire, de dire exactement, mais de dire autrement et peut-être même d'espérer
une biographie différente à l'avenir. Donc, il y a dans ce travail de mémoire écrite, il y a nécessairement une projection dans l'image qu'on se donne à soi-même de son passé ou dans l'image que l'on donne aux autres de son passé et dans l'image de ce que l'on voudrait vivre. Et là, dans le tissu social où on se rencontre soi-même, effectivement, on peut diverger, se mettre en dissidence avec ce qu'on a vécu ou avec ce que la vie nous promettrait si on continuait à se soumettre à sa normalité toxique pour rêver poétiquement d'une autre vie, avec d'autres personnes avec lesquelles on va développer d'autres relations qui ne sont pas simplement des vibrations névrotiques de concurrence, de compétition, de haine ou de désir plus ou moins toxique, mais qui va être de vivre dans une harmonie possible. Autrement dit, comme tu m'as dit une fois, ne pas être réaliste, intelligent en décrivant le monde tel qu'il est, mais être poète créatif de soi-même dans le monde tel qu'il pourrait être, un autre monde alternatif. Et là, tu vas rejoindre cette utopie hyper-humaniste dont je parlais moi-même, en prenant les choses à l'autre bout, dans la psyché intime, et non pas dans l'information des hyperliens numériques, mais finalement se retrouver dans le rêve utopique d'une autre société, qui soit une société où il y ait un progrès collectif basé sur l'empathie, le respect des autres, l'amour des autres et ce qu'on donne et ce qu'on reçoit au niveau de l'amour. Ce qui fait que il me semble, quand j'avais lu ton livre précédent, mais celui-là, je viens de terminer de le lire, il me semble que nous nous retrouvons dans ce rêve utopique d'un autre monde plus humain, un nouvel humanisme. Et ce nouvel humanisme, c'est aussi pour moi la seule solution. Si je suis guéri de mes traumatismes freudiens, ou bien, on ne va même pas parler de Jung parce que ça nous emmènerait sur d'autres perspectives où j'aurais trop de choses négatives à dire aussi, comme par rapport à Freud. En fouillant, en touillant dans nos malheurs, nous ne nous mettons pas dans une dissidence poétique d'une alternance vers laquelle on pourrait se développer, s'engager. Nous essayons de mettre des pansements sur des malheurs. Nous ne sommes pas en train de nous penser dans une alternative de nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de nous penser dans une alternative de nos rapports aux autres et du monde tel qu'il pourrait être. Et nous sommes deux utopistes. Mais je crois que je préfère cette utopie, finalement hyper-humaniste, de conscientisation à l'utopie biochimique transhumaniste ou à l'utopie informaticienne du post-humanisme. Nous sommes dans la fragilité de la nature, de la conscience humaine, des relations intersubjectives entre les gens et la fragilité du rêve de la transcendance que nous pourrions développer de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai été très fasciné par cette rencontre que j'ai perçue depuis des années, depuis quelques années que nous nous connaissons, que nous avons pu le penser ensemble aussi dans ce colloque sur la mythanalyse de l'insularité. Parce que toi qui es sicilien, dans cette île, tu es en même temps dans un écosystème de conscience régressive de l'individu isolé au milieu de la mer et en même temps dans le désir du voyage maritime vers le continent, vers d'autres terres. Et il me semble que cette position insulaire d'un Sicilien a pu aussi déterminer, indépendamment de ton cheminement biographique personnel, a pu déterminer, au-delà de toi-même, cette posture des ateliers d'écriture autobiographique que tu as développée. Et là, j'y vois une pratique thérapeutique. Et je vais finir là-dessus, sur cette question, parce que ma pratique thérapeutique à moi, du point de vue de la mythanalyse que nous partageons de plus en plus, c'est que en explorant, en identifiant, en déchiffrant
nos mythes actuels, je parle bien de nos mythes actuels, euh, nous découvrons les imaginaires collectifs qui nous déterminent, qui légitiment nos valeurs actuelles et nos utopies, ou bien notre pensée, notre évaluation du passé. Nous sommes toujours dans une fabulation. Cette fabulation, elle est collective dans la mythanalyse, mais elle est aussi individuelle dans chacun de nous. Et ça me paraît fondamental dans ta démarche, parce que ta démarche est enracinée dans la psyché individuelle. Et ma démarche à moi est liée à quelque chose qui nous est quand même de plus en plus intime, mais qui demeure quand même une instrumentalisation de nos modes de communication. Mais il me semble que nous sommes au même diapason d'un côté et de l'autre. Et quand je dis la mythanalyse est très impuissante dans sa thérapie, parce que c'est une thérapie collective. Je ne peux pas mettre la société sur le divan, même si ça a été le titre d'un de mes livres, c'était justement pour me poser cette question. Mais pour changer la société, un des postulats de la mythanalyse, c'est qu'il faut changer les imaginaires collectifs. Il faut changer les mythes. Le mythe nazi était un mythe toxique qui a été très efficace, très, très prédateur, très destructeur. Bon. Le mythe de l'hyperhumanisme, de la conscience planétaire augmentée, c'est un mythe, mais qui est porteur d'espoir et qui ne peut pas faire de mal à personne. Tandis que le mythe fasciste ou le mythe technoscientifique ou le mythe économique ou le mythe déiste, ça peut faire très, très, très mal à beaucoup de gens. Ça peut détruire. Ce sont des mythes qui peuvent être prédateurs, ils peuvent être porteurs. Je ne parle pas du nazisme, mais je parle du christianisme. Le christianisme a été porteur de progrès humains collectifs. Il a été en même temps un mythe extrêmement toxique. La Saint-Barthélemy, le massacre des protestants, l'Inquisition, ce ne sont pas des choses qu'on voit dans l'intégrisme actuel islamique. Ce ne sont pas des choses dont on peut être fier comme des progrès humains collectifs. Alors, à cet égard, ta thérapie à toi et celle que tu proposes dans tes ateliers d'écriture autobiographique est très individuelle et en même temps en regard croisé avec les autres membres des ateliers et avec soi-même. Et mon idée de changer les mythes de la société, bien entendu, c'est arrivé souvent. Mais c'est sûr que Marx a changé des mythes sociaux avec le communisme. C'est sûr que Hitler a changé des mythes sociaux avec le communisme. C'est sûr aussi que Gandhi, Mandela, Luther King ont été des fabulateurs qui ont rêvé d'un autre monde dans des systèmes sociaux infernaux. Et ils ont été capables de changer le monde. Ils ont été capables d'être efficaces dans le monde réel, mais ce sont des exceptions. Même le Christ, on peut dire que je devrais le mettre parmi ces hommes politiques, ces utopistes. Ils ont changé le monde. Bon, le Christ pour le meilleur et pour le pire, mais disons que ce sont les hommes qui ont dévoyé le christianisme. Bon, euh, Mandela, on peut pas le dévoyer. Luther King, on peut pas le dévoyer. Quand Gandhi, on peut pas le dévoyer. Les gens ont détruit éventuellement son œuvre, mais ce sont des utopies qui sont inattaquables, dont un usage toxique ne peut pas être fait. On ne peut pas faire un usage toxique du rêve de Martin Luther King. On ne peut pas faire un usage toxique du rêve de Mandela. Ce sont des fabulations transformatrices du monde. John Lennon a chanté aussi l'amour. Comme chanteur, il a été très écouté, très, très admiré, il a eu une grande influence, mais il n'a pas eu le pouvoir politique de Gandhi, de Luther King, etc. Ce sont à mon avis, les vraies questions, parce que faire de la théorie pour faire de la théorie,
c'est une satisfaction, on va dire, quasiment métaphysique. Mais il faut trouver un mode d'engagement dans lequel on s'inscrit soi-même pour se changer soi-même en changeant les autres et un petit peu peut-être aider, contribuer à changer la planète, l'humanité, en se changeant soi-même.